À Lyon, une photo volée coupe le match net. Maxime, attaquant adoré, main dans la main avec Adrien. En 30 secondes, une carrière vacille, une famille se fissure. À l'aube, ils doivent te décider, laisser la peur écrire leur histoire ou la vérité. Le soir du derby à Lyon, l'écran géant a montré ma main dans celle de Maxime. Le stade s'est tu une seconde avant d'exploser. J'ai chuchoté « On n'est pas prêt », mais le secret était mort. À l'aube, il ne resterait qu'un choix, me cacher encore ou protéger l'amour que je ne renierai plus. 2 heures plus tôt, dans le tunnel menant au terrain, Maxime avait ce calme d'avant-tempête. « Après, on parle », a-t-il soufflé. J'ai répondu « Après, on verra ». Nous pensions tenir la ligne. Messages effacés, entrées séparées, regards courts, rien que du contrôle. Au coup d'envoi, j'étais derrière la main courante, badge de bénévole au cou. Les tribunes grondaient, les tambours couvraient les pensées. Maxime jouait juste sans fioriture. À la 30e, il a marqué, et j'ai serré les dents pour ne pas crier son prénom. Le speaker a allongé sa voix, puis le tableau d'affichage a vacillé. Une image volée a remplacé le score, 2 silhouettes au bord de la Saône, une main dans une autre. La mienne, la sienne. Le silence s'est abattu avant les sifflets. Des téléphones se sont levés comme un chant de capteurs. Sur la pelouse, le jeu s'est figé. Maxime a levé la tête. Quelqu'un a crié « Coupé !» Trop tard. Mon portable a vibré sans fin. « C'est toi ? Fais attention. Appel. Un numéro inconnu. On sait. » J'ai rangé l'écran. Mes doigts tremblaient, pas de peur, d'injustice. Derrière moi, un caméraman a reculé sous la bronca. Devant, l'entraîneur discutait avec le 4e arbitre, geste sec. Thomas, coéquipier de Maxime, m'a lancé un regard vide, une épaule haussée, rien de plus, assez pour réveiller une vieille méfiance. Le match a repris, mais chaque contact traînait des allusions. Je me suis rapproché du tunnel. Un agent m'a retenu. J'ai montré mon badge, il m'a laissé passer, l'air désolé. Rester, c'était encaisser. Partir, c'était avouer. J'ai choisi de tenir. À la mi-temps, j'ai attendu près de la porte métallique. Des techniciens parlaient de clés USB branchées en douce. D'autres disaient « piratage ». Les mots changeaient, la blessure restait. La porte s'est entr'ouverte. Maxime est sorti un pas. Un adjoint l'a rattrapé. Il m'a vu. 2 doigts sur mon poignet, infime contact. Aucune caméra ne l'a vu. « Tiens bon », a-t-il dit. C'était tout et c'était assez. La seconde période a sonné comme un test. Un groupe sifflait quand Maxime touchait le ballon, d'autres applaudissaient pour couvrir. À 10 minutes de la fin, il a demandé le changement. Le banc l'a entouré. Les caméras ont zoomé, affamé d'histoire. Je me suis senti à nu, sans avoir rien avoué. Après le coup de sifflet, j'ai pris la sortie latérale. L'air sentait la pluie. Mon père avait appelé 3 fois « Rentre, on parle ». Je n'avais pas la force d'expliquer à quelqu'un qui n'avait jamais demandé qui j'aimais. J'ai écrit à Inès, de l'asso étudiante « Je vais bien, demain réunion ». Elle a répondu « On est là ». Je suis passé par la Saône. Le banc de la photo, le lampadaire, l'eau sombre, rien n'avait trahi ce soir-là de janvier. Rien sinon la manie des autres de vouloir tout nommer. Je n'ai pas ressenti de honte. Seulement une phrase claire, personne ne mérite d'être exposé contre son gré. Chez moi, la cuisine était allumée. Mon père a dit « C'est vrai ?» Je lui ai répondu « Oui ». Il a parlé de réputation, d'avenir, de famille. Ma mère a tenté d'étirer le temps avec du thé. Je les ai laissés aller au bout de leur peur. Puis j'ai dit « Je n'ai blessé personne, je ne renierai pas Maxime ». Mon père s'est raidi. « On en reparle demain ?» a-t-il lâché. Menace ou chance, je n'ai pas tranché. Dans ma chambre, j'ai rouvert le téléphone. Des captures de l'écran géant circulaient et partout. Des journalistes demandaient « Votre version ». J'ai tout coupé. J'ai écrit à Maxime « Je suis là ». Il a répondu « Briefing Club, téléphone surveillé, à l'aube on parle ». Il n'avait pas écrit prudence. Il avait écrit parler. Ça suffisait. Je n'ai presque pas dormi. À 4 heures, un message d'un numéro inconnu. Je ne peux pas laisser faire. Une pièce jointe, vidéo de la régie, mail interne, trace d'accès, signature, Sarah, stagiaire en com. On voyait une main glisser une clé dans la tour, badge emprunté, note griffonnée, Thomas. Ce n'était pas une preuve absolue, mais c'était une piste solide. Le jour s'est levé sur une ville identique et une vie différente. J'ai rangé les fichiers dans un dossier protégé. J'ai écrit à Inès, 10 heures, local B. À Maxime, on a de quoi réagir. Il a répondu, le club veut étouffer, on se voit avant. Choisissons nos mots. Choisir les mots, c'était choisir la suite. Dans l'escalier, un voisin m'a salué avec une gêne neuve. Pas d'insulte, seulement un détour du regard. La vraie épreuve, ce serait cette répétition de secondes où il faudrait rester droit. Au coin, la radio parlait d'image privée et de responsabilité. Un glissement utile, quand on prononce responsabilité, la faute affleure. Je suis parti vers le café où Maxime m'avait donné rendez-vous. Je me suis répété ce que l'écran avait imposé. Notre histoire ne s'écrira plus sans nous. À l'aube, il nous restait un choix net. Laisser la peur écrire la suite ou la vérité. Je n'avais pas choisi d'être un message. Je voulais juste vivre et étudier. Mais si quelqu'un nous transformait en affiche, alors autant choisir la phrase.
Nous allions dénoncer la fuite, demander des comptes, sans hurler, poser une borne. L'intime n'est pas une prise. Même seul, je n'étais plus isolé. Il y avait Inès, Sarah, quelques mains prêtes à tenir la nôtre. J'ai poussé la porte, j'étais prêt à parler. Au matin, le silence avait un badge et un ton sec. Pas un mot, Maxime. C'est le message du club qui a ouvert la journée, plus brutal que les articles de la nuit. Il ne promettait rien, il commandait. Le service com, lui, a remis des éléments de langage, 3 lignes à réciter si on lui parlait, penser au groupe, se concentrer sur le sportif, refuser les polémiques. Je les ai lus à travers son écran dans un café presque vide. « On me tient, Adrien », a-t-il dit sans lever la tête. J'ai répondu « On nous tient ». Il a soufflé « Alors on tient ». Dans la rue, des regards s'accrochaient, puis glissaient. À la fac, Inès m'attendait devant le local de l'assaut. « On ne décide pas pour toi », m'a-t-elle dit. « Mais on peut t'entourer ?» Elle a proposé 3 options. Déposer plainte, demander au club de sécuriser les écrans, publier un texte court condamnant l'outing. Nous avons fixé une réunion le soir même. À midi, le téléphone de Maxime a cessé de répondre. Le club avait confisqué les appareils pendant le briefing. À 14 heures, un article parlait de situation privée instrumentalisée. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. À la maison, le mot « honte » a refait surface. Mon père avait écrit « La famille d'abord ». Je lui ai dit que la famille ne commence pas par un déni. Ma mère a listé des peurs concrètes, le voisinage, le stage d'été, les bourses. Je lui ai demandé si elle voulait que je mente. Elle a dit non, qu'elle voulait que je sois prudent. J'ai promis d'être clair, pas héroïque. En fin d'après-midi, j'ai reçu un SMS de Maxime. 10 mines sortillaient. Il m'attendait sous un auvent, capuche tirée pour couper la pluie. Le club temporise, a-t-il dit. On me demande du silence. Il a hésité. Je crois que je dois m'éloigner quelques jours. Pour toi aussi. Cette phrase m'a entaillé. Je lui ai demandé si c'était le club qui parlait ou lui. Il a tapé du pied, les deux. J'ai acquiescé par loyauté maladroite. Nous avons convenu d'attendre 24 heures avant toute prise de parole publique. Le soir, l'assaut a rempli son local. Pas de slogan, des feuilles, des dates, des noms à appeler. Inès a posé la question qui compte. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ?» J'ai dit qu'on cesse de décider à ma place, qu'on nomme le geste une violation et qu'on protège ceux qui viendront après. Nous avons tracé un plan simple. D'abord, un communiqué bref, condamnation de looting, rappel du droit. Ensuite, un rendez-vous avec une avocate partenaire pour évaluer un dépôt de plainte. Enfin, un rendez-vous avec le club pour exiger des garanties techniques. Pendant que nous rédigions, les réseaux accéléraient. Une rumeur prétendait que Maxime allait être mis à pied. Une autre annonçait qu'un sponsor demandait des explications. Inès m'a convaincu de ne pas répondre à chaud. « Tu n'es pas un flux, tu es une personne. » Elle avait raison. J'ai coupé les notifications et j'ai respiré. Vers 23 heures, Sarah m'a écrit depuis une adresse inconnue « Je suis stagiaire com au club. Je peux te voir demain, j'ai des éléments ?» J'ai répondu « Oui, Café Denis, 8 heures. » 1 minute plus tard, nouveau message de Maxime. « On m'écarte du point presse. Demain, entraînement à huis clos, on se parle après. » La distance annoncée n'était pas une menace, c'était une procédure. Elle n'en blessait pas moins. La nuit a été courte. Au matin, nous avons mis en ligne le communiqué de l'assaut, signé par des étudiants et des associations partenaires. Pas d'attaque personnelle, pas de nom, seulement le principe. Le texte a circulé plus que prévu. Des profs l'ont repartagé, des anciens du club aussi. Sous l'annonce, un commentaire de Thomas « Calmez-vous, c'est juste une image ». Cette phrase glacée m'a confirmé ce que je pressentais. À 8 heures, Sarah s'est assise en face de moi. Pas de détour. Il y a eu une intrusion dans la régie. Une clé a été branchée pendant la mi-temps. J'ai vu la main sur la vidéo interne. Je crois reconnaître la personne. Elle a tourné l'écran, pose sur un badge gris, prêté la veille, non partiellement visible. Nous avons noté les horaires, les fichiers modifiés, les accès. « Tu risques gros ?» ai-je dit. « Je risque de me regarder sans honte », a-t-elle répondu. À 10 heures, l'avocate nous a reçus. Elle a parlé de droit à l'image, de vie privée, de harcèlement. Elle a recommandé de rassembler les preuves, de déposer plainte au plus vite, d'exiger du club qu'il sécurise ses accès. Elle a ajouté « L'émotion n'est pas un outil juridique. Gardez votre énergie pour la suite. » J'ai pris des notes sans trembler. À midi, Maxime m'a écrit « On me demande de nier en bloc. Je ne peux pas. Puis, je ne suis pas prêt à tout perdre. Je suis prêt à perdre un mensonge. » Je lui ai dit que je déposerais plainte aujourd'hui. Il a répondu « Fais-le. Je te rejoins après l'entraînement. » L'après-midi, au campus, nous avons lancé les premiers visuels de la campagne. Pas de visage, pas de slogan agressif. Un message sobre. Un écran n'a pas de consentement. Les personnes, si. Les réactions ont été nettes. Certains remerciaient, d'autres minimisaient. L'important était ailleurs, une ligne venait d'être tracée. Le soir, j'ai traversé la presqu'île. Mon père m'attendait avec le communiqué imprimé. « Tu veux faire de ta vie un débat ?» J'ai répondu « Je veux qu'elle cesse d'être un objet public sans mon accord. » Il a soupiré, puis il a dit « Je n'ai pas appris à penser ça. Mais je peux apprendre. » C'était peu et c'était beaucoup.
Avant de dormir, j'ai écrit la phrase que je n'avais pas su dire le matin. Je ne me cacherai plus. Je ne savais pas encore comment on tient une promesse pareille. Je savais seulement que le silence imposé n'avait plus d'emprise et que la journée suivante pousserait chaque décision un peu plus loin. On croit souvent que la vérité sort d'une grande déclaration. Ce matin-là, elle tenait dans un badge gris et une main qui se trompe de port USB. Et dans un prénom qui revenait trop souvent, Thomas. Avec Inès, nous avons finalisé le dossier. Capture des écrans internes, liste d'accès, témoignage de Sarah, horodatage. L'avocate a ajouté la note envoyée par le club le soir du match, rappelant que tout branchement non autorisé expose à des sanctions. Rien de spectaculaire, mais la chaîne se formait. Nous avons déposé plainte pour atteinte à la vie privée, diffusion d'images sans consentement et harcèlement. Le policier a pris notre déposition sans commentaire inutile, a tamponné, a transmis. À la sortie, mon téléphone a vibré. Maxime, le club veut gérer en interne. Il propose un communiqué vague et, si je coopère, un silence rassurant pour la suite. Je lui ai demandé, et la vérité, il a mis du temps à répondre, j'ai peur pour le vestiaire, pour ma place. Je n'ai pas cherché à le convaincre. Je lui ai juste écrit, la peur ne nous protège pas, elle nous range. L'après-midi, le directeur sportif nous a reçus, Inès et moi, dans une salle neutre. Il a parlé d'images, de saison en cours, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. J'ai posé la clé sur la table, celle qui contenait les vidéos internes envoyées par Sarah. Ce n'est pas un incendie, ai-je dit, c'est une porte forcée. Il a tressailli, a demandé d'où venait ce fichier, Inès a cadré, peu importe, le club doit sécuriser, coopérer et sanctionner. Il a soupiré, a promis un audit, a répété « regrettable » comme une gomme, puis il a glissé une proposition, un accord de confidentialité, et nous gérons la discipline sans publicité. J'ai refusé. Inès a refusé. Il a dit qu'il nous tiendrait au courant. Ces phrases ne tiennent à rien si on ne se tient pas soi-même. Le soir, Maxime m'a écrit « Ils m'ont conseillé de m'excuser pour la gêne. » Il a ri sans joie. « Je n'ai rien fait d'illégal, puis j'ai besoin de temps. » Ces mots-là, je les redoutais. Je lui ai répondu que je comprenais. La colère n'aurait rien bâti de stable entre nous. Il devait choisir sans y être poussé. Le lendemain, un sponsor a publié un message alambiqué sur les valeurs du sport et la sérénité des familles. Le mot « sérénité » avait l'air d'un bâillon. Sur les réseaux, certains appelaient à respecter la vie privée, mais seulement si nous nous taisions. La contradiction était visible comme un panneau. J'ai décidé d'y répondre par des actes, pas par des posts. Nous avons organisé une rencontre publique sur le campus, pas un procès, un atelier de sensibilisation. Titre, outing, droit et responsabilité. L'amphi s'est rempli parce que chacun avait une histoire. Une infirmière a raconté une collègue outée au travail, un étudiant a évoqué une rumeur qui lui avait fait perdre un logement. Je n'ai pas détaillé mon cas, j'ai rappelé le cadre, la plainte, le rôle de chacun, ne pas relayer des images privées, signaler les abus, soutenir sans parler au nom des concernés. Après l'atelier, Thomas m'attendait dehors. « Tu vas me faire passer pour un monstre ?» a-t-il dit. « Je veux juste qu'on cesse de prendre nos vies pour des affiches. » ai-je répondu. Il a haussé les épaules. « Tu dramatises. Ce n'était qu'une image. C'était une violation. » Il a murmuré. « Tu ne gagneras rien ?» Je n'ai pas répondu. Parfois, se taire trace mieux la ligne. Le week-end, au stade, un petit groupe a sifflé dès l'échauffement. D'autres ont applaudi plus fort. La tribune n'était plus un bloc. Maxime est entré à l'heure de jeu, a touché peu de ballons, le regard fuyant vers le banc. À la fin, il n'est pas passé par la zone mixte. Le club a publié une note de 2 phrases. « Nous condamnons tout piratage, nous protégeons la sérénité du groupe. » Paris clair, gagner du temps. Le lundi, l'avocate m'a annoncé que la plainte était enregistrée. Elle a aussi reçu une mise en demeure du club nous demandant de ne plus diffuser d'images internes. Nous n'en avions diffusé aucune. Nous parlions de principe. L'angle choisi par leur juriste en disait long. Inès a soufflé. Ils ont compris où est le terrain. Le soir, Maxime a sonné chez moi. Je me suis éloigné comme il voulait, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas si je tiendrai au club, mais je sais que je ne tiendrai plus le mensonge. Il a ajouté « J'ai besoin de toi, mais pas si tu deviens mon alibi. » Je ne serai l'alibi de personne, ai-je dit. Je voulais être entier, avec lui ou sans lui. Nous avons convenu de nous voir moins en public, mais de ne plus nous taire quand on nous arracherait des mots. Avant de partir, Maxime a lu le communiqué de l'assaut jusqu'au bout, puis il a dit « Je peux signer ». Quelque chose venait de bouger, légèrement mais vraiment. Le lendemain, notification du parquet, audition programmée. Pas de triomphe, de la tenue, les procédures ne recoussent pas les nuits, mais elles tracent une route. Au campus, j'ai croisé Sarah, convoquée par les RH. « On m'a demandé de me taire », a-t-elle dit. « Je respecte la loi, pas les consignes qui couvrent des fautes. » Je lui ai dit merci, simplement. En rentrant, j'ai trouvé un mot de mon père. Je ne comprends pas tout, mais je suis là mercredi. Parlons sans s'énerver. J'ai compris que la bataille la plus proche ne se jouerait ni à la télé ni au stade, mais autour d'une table. La semaine s'est close sur une évidence. La trahison avait un auteur probable,
La plainte suivait son cours, le club amortissait et nos vies avançaient et malgré les regards. Restait l'essentiel, décider comment parler au monde sans s'y dissoudre. Alors l'idée suivante a germé, occuper l'espace public avant qu'on le confisque. On nous a conseillé de disparaître. Nous avons choisi de nous montrer mais autrement, pas un cri, un geste net. Un maillot pour tous. Le plan tenait en 3 démarches. D'abord, la campagne visuelle préparée la veille a pris de l'ampleur. Affiches sobres autour des stades amateurs et sur le campus, QR code vers une page d'explication juridique. Ensuite, le courrier recommandé à la direction du club, demande de sécurisation des accès, rappel des obligations, proposition de réunion avec l'asso. Enfin, un rendez-vous avec la presse locale, non pour raconter nos vies, mais pour nommer les faits. Un outing par intrusion technique. Le matin du lancement, Inès a posé les règles. Pas de nom, sauf ceux qui s'exposent volontairement. Pas de règlement de compte. On décrit, on propose, on exige. Maxime n'était pas là. Le club l'avait envoyé à l'entraînement à huis clos. Mais il a écrit un message court que nous avons lu tel quel. Je refuse l'outing, je refuse la honte, je travaille et je parlerai. Aucun effet de style. Une phrase qui respire. Dans l'heure, la presse régionale a relayé la campagne. Les commentaires étaient divisés, mais les rédactions ont repris ce qui compte. L'atteinte à la vie privée, le droit, la responsabilité des structures. Le directeur sportif nous a appelés, irrités. On aurait pu régler ça sans bruit. Je lui ai répondu, ce n'est pas du bruit, c'est une fenêtre. Il a accepté une rencontre en fin de journée. Pendant ce temps, Sarah a sécurisé ses fichiers et a transmis son témoignage officiel à l'avocate. Elle savait qu'elle risquait une remontrance, mais elle avait choisi son camp, celui de la procédure claire. Elle n'a pas cherché le projecteur, elle a cherché la trace. C'est grâce à ce type de geste qu'un dossier se tient quand les phrases vacillent. L'après-midi, le rendez-vous avec le club a eu lieu dans une salle de réunion sans emblème. Étaient en présent le directeur, l'avocat du club, un responsable technique. Inès a exposé les faits, l'avocate a résumé la qualification pénale, j'ai rappelé les faits concrets, des menaces reçues, des cours manqués, un joueur poussé au silence. L'avocat a parlé de prudence, de contexte inflammable. Inès a répliqué « Ce qui brûle, c'est la confiance ». Nous avons remis une liste d'engagements attendus, audit des accès, suspension provisoire de toute personne suspectée, formation interne sur la vie privée, canal de signalement sécurisé. Le directeur a voulu troquer la suspension contre un rappel à l'ordre. Nous avons tenu bon. À la fin, il a accepté de suspendre Thomas à titre conservatoire le temps de l'enquête interne. Il n'a pas prononcé son nom. Nous l'avons entendu quand même. En sortant, j'ai reçu un message de Maxime. « Je ne veux plus de salle fermée, je veux parler. Aujourd'hui. » Sa décision m'a serré la gorge. « Es-tu prêt à affronter les retours ?» ai-je demandé. « Je suis prêt à affronter moi », a-t-il répondu. Nous avons choisi un format court, une déclaration sans question, lue face caméra dans une petite salle de presse indépendante avec l'avocate présente pour le cadre. La déclaration de Maxime tenait en 4 points. 1. Il condamnait l'outing et la diffusion d'une image privée. 2. Il affirmait qu'aimer n'est pas une faute. 3. Il demandait à ses supporters de juger son jeu, pas sa vie. 4. Il soutenait publiquement la démarche de plainte et la campagne « Un maillot pour tous ». Pas de confession, pas de détails, pas de larmes. Il a lu lentement, puis il a ajouté une phrase pour moi sans me nommer. Quelqu'un m'a appris que le silence ne protège personne. La vidéo a circulé vite, les chiffres importaient un peu. Ce qui comptait, c'était les retours nets. Des jeunes joueurs qui écrivaient qu'ils se sentaient moins seuls, des parents qui demandaient à la brochure juridique, des formateurs qui réclamaient une session de sensibilisation. Les insultes existaient aussi, mais elles se heurtaient désormais à un cadre. On ne discute pas une intrusion, on la condamne. Le lendemain, le club a publié un plan d'action minimal, audit technique, rappel interne, réunion avec des associations. Ce n'était pas un virage héroïque, mais c'était un pas. Thomas a été mis à pied à titre conservatoire. Pas de grand fracas. Une ligne dans un communiqué. J'ai pensé aux phrases de la veille. Tenir bon fonctionne parfois mieux que crier. Mon père m'a appelé, il avait vu la déclaration. « Tu t'es exposé ?» a-t-il dit. Je lui ai répondu « On m'a exposé. J'ai choisi les mots. » Il a soufflé. « J'ai eu peur au stade l'autre jour. J'ai entendu des choses. Je n'ai pas envie que ça t'arrive. » Il n'avait pas changé d'un coup. Il venait de faire 2 pas. Je les ai pris comme ils venaient. Le soir, nous avons tenu une réunion ouverte au campus pour expliquer la suite. L'audition au commissariat, le suivi du dossier, la nécessité de ne pas transformer chaque désaccord en guerre. Un étudiant a demandé « Vous n'avez pas peur de devenir des symboles ?» J'ai répondu « On ne choisit pas toujours les symboles, on peut choisir nos actes. » Inès a ajouté « Et nos procédures ?» Maxime a rejoint la réunion en fin de séance, sans caméra. Il a répété ce qu'il avait dit dans sa vidéo, puis il l'a décliné en gestes. Il s'est inscrit pour intervenir dans un club de jeunes, il a proposé de financer du matériel pédagogique. Ce n'était pas un rachat.
C'était une façon de poser un sol plus solide. La journée s'est clôturée par un message de Sarah. RH m'a convoqué, je maintiens ma déposition. Je lui ai répondu, tu n'es pas seul. Et pour la première fois depuis l'écran géant, j'ai pensé que nos phrases commençaient à remplacer le vacarme. Nous avions mis des mots justes entre l'injustice et nous. Et ces mots-là, si on les tient, tiennent. Le jour de la conférence, personne n'a crié. L'important, c'était que chaque phrase arrive entière. Le reste suivrait. La salle prêtée par une association locale n'avait rien d'impressionnant. Un pupitre, 3 micros, quelques rangées de chaises, l'avocate a rappelé le cadre, une plainte en cours, une enquête interne ouverte, un joueur qui parle pour lui. Puis Maxime a lu sa déclaration, presque la même que la veille, avec un ajout « Je ne suis pas un modèle, je fais mon travail, j'assume ma vie et je refuse qu'on la prenne en otage ». Il a remercié ceux qui tiennent quand on les pousse à se taire. C'était simple et clair. Les questions ont afflué, malgré le format annoncé. Nous avons tenu la ligne. Pas de détails sur notre relation, pas de nom hors procédure, pas d'anathème. Un journaliste a tenté, certains supporters se sentent de trahis. Maxime a répondu « Mon contrat me demande de jouer au football. Il ne m'empêche pas d'aimer. » Une autre question visait Sarah. L'avocate a clos, témoin protégé, procédure en cours. L'après-midi, le club a entériné la suspension de Thomas et annoncé une formation interne obligatoire sur la vie privée et les discriminations. Des associations partenaires ont été listées. Rien de triomphal, une décision. On pouvait enfin passer de la rumeur au travail. J'ai écrit à Sarah, c'est public. Elle a envoyé un pouce, puis je respire mieux. Chez moi, mon père m'attendait. Il m'a dit qu'au stade, la semaine précédente, il avait entendu des choses qu'il regrettait d'avoir laissé passer. J'ai peur depuis longtemps et la peur me rend injuste, a-t-il admis. Je te demande pardon. Je n'avais pas rêvé un dialogue comme celui-là. Je l'ai pris comme un fait. Nous avons parlé de ce qu'il ne comprenait pas et de ce qu'il pouvait apprendre. Il a proposé de venir à la prochaine réunion publique pour écouter. C'était sa façon à lui de réparer. Le lendemain, l'audition au commissariat a eu lieu. Rien de spectaculaire. Des questions, des heures, des dates, des accès, des captures. J'ai décrit la succession des jours. Sarah a confirmé ce qu'elle avait vu. Inès a redit le rôle de l'assaut. L'agent a noté, a demandé des compléments, a évoqué la suite. Il a fini par une phrase rare « Vous avez bien fait de venir. On n'attend pas une chaleur particulière d'une procédure. Parfois, une phrase suffit à dire que l'institution a compris l'essentiel. » Au stade, la semaine suivante, un tifo improvisé a occupé un virage. « Jouez, on vous regarde, vivez, ça ne nous regarde pas. » Ce n'était pas un plébiscite. C'était une consigne de décence. Les sifflets n'avaient pas disparu, mais ils n'étaient plus seuls. Maxime a marqué en fin de match. Il n'a pas célébré longtemps. Il a juste levé les bras et pointé le sol comme pour dire « On est là, on tient ». La presse nationale s'est brièvement emparée du sujet, puis elle est passée à autre chose. Tant mieux. Les histoires qu'on peut poursuivre sans lumière tiennent mieux. Nous avons continué les ateliers avec des clubs amateurs, des classes, des coachs. Les mêmes questions revenaient. Comment réagir quand on voit une image privée circuler? Que faire si un joueur est outé? Nous avons proposé des conduites simples. Ne pas relayer, signaler, soutenir, respecter le rythme des personnes concernées. Un soir, le directeur sportif a demandé un rendez-vous. Il avait le regard moins dur. « Nous avons mal géré. On va corriger », a-t-il dit. Il a proposé d'ouvrir un canal de signalement géré par un tiers et d'inscrire la formation au règlement interne. Il a reconnu sans grandiloquence que la suspension de Thomas n'était pas un geste contre un individu, mais pour une culture commune. J'ai pensé que cette phrase valait plus que beaucoup d'excuses. La procédure pénale suivait son cours. Thomas, entendu, niait avoir voulu nuire, parlait d'une blague. Les mots n'effacent pas les actes. L'enquête interne a confirmé des accès non autorisés. La sanction disciplinaire est tombée, suspension puis procédure de licenciement. Je n'ai éprouvé ni revanche ni joie, seulement la sensation que les règles existaient pour quelque chose. Un dimanche matin, mon père m'a rejoint à la Saône. Il m'a raconté son premier match de jeune, une époque où l'on ne parlait de rien. « Je ne veux plus me taire quand je ne comprends pas », a-t-il dit. Nous avons marché sans grande phrase. Il m'a demandé des nouvelles de Maxime. J'ai répondu qu'on avançait lentement, mais face au vent. Mon père a hoché la tête. Il a sorti un billet plié, l'invitation à la réunion publique suivante. « Je viens », a-t-il dit. Le soir, j'ai relu les messages qui avaient tout déclenché. On sait. Puis ceux qui avaient tenu « Je refuse la honte, choisissons nos mots ». J'ai compris que la ligne de crête, ce n'était pas le courage contre la peur, c'était la continuité contre la dispersion. Tenir, ensemble, sans se laisser déformer par le vacarme. Notre histoire n'était pas une morale. Elle avait une morale. L'intime n'est pas une prise. Qui y pose la main viole la règle et doit en répondre. Ceux qui ont trahi ont reçu des conséquences claires. Ceux qui ont tenu ont gagné de l'air. Maxime n'est pas devenu un emblème, moi non plus. Nous avons simplement repris notre place. Vivre sans permission et protéger ce droit quand on le conteste.
Le reste, comme un score après le coup de sifflet, appartient au travail quotidien